Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. Je voulais vous remercier pour vos chaleureux retours sur les épisodes de manière globale passés, mais notamment pour vos retours sur l'épisode dernier qui était la carte d'identité globale d'une pierre selon moi. Merci beaucoup, vous avez été beaucoup à me dire que ça faisait sens, qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient justement très pertinentes et qui mettait tout dans un cadre assez clair pour comprendre qu'est-ce qui faisait une pierre, qu'on entendait assez souvent parler une formation, un système cristallin, un élément chimique un peu partout comme ça, et que ça vous perdait assez beaucoup. Et assez beaucoup, c'est très français. Ça vous perdait assez souvent. Et du coup, que d'avoir tout relié comme ça à travers la carte d'identité de la pierre, comme j'aime à l'appeler, ça vous a structuré un petit peu l'idée autour de ce que était une pierre, tout simplement. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez été également assez nombreux à me demander en détail quelles étaient les différentes formations. Je vous les ai nommées, mais qu'est-ce qu'elles étaient, comment est-ce qu'elles fonctionnaient, qu'est-ce qu'elles apportaient à la pierre. Même chose pour les éléments chimiques, même parfois, pour les différents états cristallins des pierres. Je pourrais en faire une série de podcasts, ça pourrait être assez long, et en fait, ça relève plus, selon moi, d'une formation à proprement parler en lithothérapie ou même en minéralogie. En liant les deux, parce que je vais vous parler de ce qu'est la minéralogie par la formation, par le système cristallin, par le système atomique, etc. d'une pierre, et qu'est-ce qui en découle niveau énergétique. Donc pour moi, ça relève plus d'une formation globale autour de la lithothérapie, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, ça me trotte un petit peu dans la tête, mais dans un podcast, je pense que ça peut vite perdre pas mal de monde. C'est expliqué en détail, assez quand même poussé dans mon livre, donc ceux qui l'ont, ou même dans le e-book, de manière un peu plus facile à se procurer, pour l'avoir sous la main dans un téléphone, vous avez toutes ces informations-là. Mais c'est vrai que de manière plus poussée dans une formation, ça peut être intéressant, mais dans un podcast, encore une fois, je pense que ça serait un peu compliqué. Je voulais vous donner vraiment toutes les grandes lignes et quand même vous nommer les choses pour que ça vous aide. Mais voilà, le détail, on en parlera peut-être sous un autre format. Mais merci pour vos retours dans tous les cas, parce que je vous les demande tout le temps. Je vous demande vraiment d'avoir vos retours, vos idées d'informations, etc. Donc les avoir, c'est très précieux. Et vous voyez, je vous réponds ici, je vous réponds toujours en direct également à vos messages, parce que vous êtes très nombreux à me faire des retours en privé sur Instagram. Donc c'est marrant, vous pouvez aussi les écrire dans pas mal de plateformes d'écoute. Dans tous les cas, vous pouvez écrire également vos commentaires directement. Ça peut permettre aux autres écouteurs de les voir. Mais auditeurs, pardon, peut-être écouteurs. Encore une fois, je parle très français aujourd'hui, désolée. Mais si vous voulez me parler en privé sur Instagram, c'est avec plaisir. Je vous réponds toujours de toute façon, vous le voyez bien, et merci encore. Vous aviez été également assez nombreux à me dire, enfin assez nombreux non, quelques-uns à me dire que le son semblait très bas dans l'épisode de la semaine dernière, quand vous l'écoutiez en voiture ou en haut-parleur, visiblement pas avec des écouteurs, mais ça dénotait beaucoup avec le son qui est assez de haute qualité de l'introduction et de la fin de l'épisode, et du coup ça vous a peut-être un petit peu cassé les oreilles à un moment donné quand vous avez mis le volume à fond pour écouter l'épisode, et quand à la fin l'intro de fin apparaissait à fond dans vos oreilles. Donc mille excuses. Pour tout vous dire, ma fille joue beaucoup avec mon micro dans mon dos, ma fille de 2 ans, donc pour jouer les podcasteuses, donc vous imaginez les sujets, c'est assez drôle de la voir faire. Mais visiblement, ça a déréglé un peu les réglages du micro, donc navré pour ça, et normalement tout est juste aujourd'hui. Vous me ferez un retour, je compte sur vous. Et donc, sujet du jour, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu plus en détail du déchargement et du rechargement de vos pierres. Donc ça, je vous en ai déjà parlé assez sommairement, et là par contre, je trouve intéressant de revenir dans le détail ici, parce que c'est assez simple d'explication, pas besoin d'une formation pour comprendre ça. En plus, c'est assez intuitif dès qu'on commence un peu à s'intéresser aux pierres. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de techniques, et du coup, chacune apporte une chose un peu différente. J'en ai certaines qui sont privilégiées, d'autres moins, et surtout certaines sont à prendre avec des pincettes, comme je vous l'ai déjà dit dans certains épisodes, parce que toutes vos pierres ne toléreront pas toutes les méthodes de déchargement et de rechargement. Donc déjà, pour les intituler, je parle de déchargement et de rechargement. Très souvent, on entend de purification pour le déchargement, et rechargement, on dit souvent rechargement. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots vraiment utilisés. Mais la purification, oui, c'est une chose. Le déchargement, pour moi, c'est un peu plus fort. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on doit purifier sa pierre. On va en parler là en détail. On doit la purifier, la nettoyer de beaucoup de choses.
Mais on doit aussi créer du lien avec elle. Et pour moi, ça commence avec cette première étape, la toute première chose que vous faites avec votre pierre, qui est de la purifier. On la décharge aussi et on va la recharger. C'est-à-dire qu'on lui enlève toutes ses énergies, on va encore une fois en parler là dans quelques instants, mais aussi on se connecte intensément à elle à ce moment-là. Donc c'est assez important pour moi, j'aime bien mêler les deux, même si une fois que vous avez fait le lien et que vous avez besoin de purifier un peu vos pierres, voilà, de temps en temps, ou de les mettre à la pleine lune, vous n'allez pas forcément vous connecter avec, évidemment, à chaque fois. Mais au moins la première fois où vous la prenez en main, ou alors si c'est avant une pratique, ou si vraiment vous a appelé, vous voulez la prendre pendant une semaine ou quelques jours, voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête aussi cette connexion que vous allez initier avec votre pierre en même temps que vous allez la nettoyer et la purifier et la recharger. D'accord? Je vais m'expliquer là-dessus dans quelques instants. Donc, commençons par le commencement. Donc, le déchargement d'une pierre, la nettoyer. La première chose à faire lorsque vous procurez une nouvelle pierre, c'est bien évidemment de la décharger, de la purifier. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver entre vos mains, vos pierres ont fait un voyage, un cheminement, ont eu une vie extrêmement longue, extrêmement tumultueuse et sont passées dans de très nombreuses mains individuellement, sauf si vous avez trouvé votre améthyste dans une grotte d'améthyste en France. Lucky you, ça serait génial. Au moins, vous l'avez trouvé vous-même. La seule énergie qu'elle a connue à part celle de la Terre, ça va être la vôtre. Ça, c'est fantastique. Malheureusement, c'est quand même rarement le cas. On n'a pas beaucoup de miniers ou de sourceurs de pierres parmi nous. Donc évidemment, lorsqu'on se procure une pierre, on la trouve chez un revendeur qui lui-même l'a trouvée chez un fournisseur, qui lui-même l'a achetée peut-être dans un autre grossiste, qui lui-même est en lien avec des mineurs. Donc une personne l'a minée, l'a arraché lui-même, voilà, de la terre. Donc évidemment, c'est passé entre beaucoup de mains, de personnes pour qui très souvent c'est un commerce et ils ne font pas forcément attention à l'énergétique de la pierre, donc elles vont la prendre, elles vont lui transmettre sans faire attention toutes leurs vibrations propres avant de la donner à une autre personne qui va en faire de même et puis qui va vous la mettre sur un étalage et puis peut-être vous l'avez achetée sur internet, donc elle a été baltinguée dans un colis par la poste ou d'autres livreurs qui vous l'ont jusqu'à ce qu'elle arrive dans votre boîte aux lettres, quoi. Donc évidemment, elle a connu beaucoup de vibrations avant d'arriver jusqu'à vous. Donc déjà, il faut la nettoyer de tout ce voyage humain. Voilà, c'est toutes les vibrations humaines qu'elle a connues avant d'arriver jusqu'à vous. Je fais la nuance avec les vibrations humaines des vibrations de la Terre, car très souvent on me dit, mais quand je vais décharger ma pierre, est-ce que je ne vais pas lui enlever du coup toutes ses propriétés, tout ce qui fait, quelle est ce qu'elle est aujourd'hui ? Avec la formation qu'elle a connue et tout ce qu'elle a pu rencontrer durant les millions d'années sur cette terre. Absolument pas. Ça, on ne peut pas faire un reset là-dessus. C'est les propriétés intrinsèques de la pierre. C'est sa personnalité interne, c'est son système cristallin, c'est sa composition. C'est tout ça, c'est sa formation et tout ce qu'elle a connu ne peut pas lui être enlevé, d'accord ? C'est un peu comme vous. Si vous voulez, vous allez vous trouver dans certains lieux où l'énergie est assez basse, vous allez être triste, vous allez être en colère, vous allez vivre certaines émotions. Ça ne va pas changer votre physique. Vous allez peut-être être amoindri énergétiquement, mais par exemple, si vos yeux sont verts, ils seront toujours verts. Que vous soyez triste, que vous soyez en colère, que vous soyez de bonne humeur, que vous ayez n'importe quelle vibration, votre physique reste le même. Qui vous êtes à l'intérieur, c'est la même chose, vous voyez. Vous pouvez prendre une douche, vous n'allez pas en ressortir complètement changé. Vous étiez blonde, vous prenez votre douche, vous êtes brune, vous voyez. C'est des exemples assez bêtes comme ça, mais pour vous prouver que on peut faire un reset énergétique, nettoyer un lieu, nettoyer une pierre de ses énergies, de ses vibrations. Ça ne changera pas les vibrations internes de l'objet, en l'occurrence de notre pierre, d'accord ? Elle ne va pas se transformer, elle va se nettoyer. Elle va prendre une douche énergétique tout simplement, d'accord ? Donc là, elle va se nettoyer de tout ce qu'elle a vécu humainement. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce terme pour dire tout ce qu'elle a vécu, toutes les vibrations qu'elle a attrapées de nous, les humains, ou tout ce qui était autour d'elle lorsqu'elle a cheminé jusqu'à vous. D'accord ? Ça, c'est très important et ça ne changera encore une fois absolument pas toutes ses propriétés, ses vertus. C'est très important de faire la différenciation, bien évidemment, sinon elle ne servirait plus, il n'y aurait plus aucune utilité, bien évidemment. Donc, première chose à faire lorsqu'on a une pierre, on l'achète, on l'acquiert pour la première fois, on la purifie, on la décharge de tout cela, d'accord ? On fait le même exercice, encore une fois, à chaque fois que l'on va faire une pratique avec notre pierre, que l'on va vouloir méditer avec elle, qu'on va vouloir la porter avec nous pendant la journée, qu'on va vouloir la garder avec nous pendant la nuit, qu'on va vouloir aligner, rééquilibrer, purifier nos chakras avec elle. Peu importe, dès lors qu'on va vouloir avoir une utilisation, une pratique spirituelle avec elle, avant ça, on la décharge et on la purifie également. Même si elle n'a fait qu'être chez vous,
posée sur votre autel ou ailleurs. Même si elle vous appartient depuis le début, depuis que vous l'avez rechargée la première fois et déchargée la première fois, elle vous appartient, vous n'avez rien fait de particulier, elle est juste restée chez vous un certain temps. De la même manière que vous allez voir, elle aura sûrement pris un petit peu la poussière, la pauvre. Elle aura pris également des vibrations qui ne lui appartiennent pas, de votre lieu de vie, de vos propres vibrations, au cours de toutes vos journées durant lesquelles vous êtes passé à côté d'elle et vous avez des vibrations parfois hautes, parfois moins hautes. Voilà, c'est le lot quotidien des humains. Vous avez peut-être vécu des disputes dans votre lieu de vie, vous avez peut-être, plein de choses comme ça. Elle aura à emmagasiner tout ça, de toute façon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent purifier également les lieux de vie. C'est très important, ça purifie tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc du coup, de temps en temps, une petite fumigation chez vous, ça apportera des bonnes ondes et ça purifiera également vos pierres. Donc c'est important de le faire avant chaque pratique, pour ces raisons. Donc c'est vraiment les 2 moments les plus importants durant lesquels on va devoir purifier et décharger une pierre. La première fois qu'on l'acquiert et lorsqu'on a besoin de faire une pratique avec elle. Après, au niveau de la fréquence quotidienne, c'est un peu comme la fréquence de nettoyage de votre lieu de vie. Tout dépend ce qui s'y passe. Déjà, tout dépend où se trouve la pierre. Si c'est dans un lieu de travail, c'est dans le hall, je sais pas, vous possédez un hôtel, vous avez une pierre dans le hall. Bon, là, elle brasse de l'énergie, elle voit du monde passer. Vous voyez, ce genre d'endroit où il y a beaucoup d'énergie, évidemment, il faudra faire des purifications et des déchargements plus fréquents. Si c'est simplement chez vous et qu'il se passe que des bonnes choses chez vous, ce dont je vous souhaite, une petite purification en même temps que vous purifiez un petit peu votre maison, c'est un peu en même temps que vous faites votre ménage, par exemple, vous voyez. C'est un peu à ce rythme-là. Après, tout dépend encore une fois de vos ressentis, de l'endroit autour de votre pierre, des énergies qui l'entourent, etc. Vous avez également certaines pierres qui sont on dit très souples, c'est-à-dire qui absorbent très facilement toutes les énergies. On dit que celles-ci, il faut les purifier très régulièrement lorsqu'on les utilise, en tout cas. C'est le cas notamment, pour vous donner 2 exemples, de l'ambre et du soufre. Ce sont des pierres qui absorbent énormément les énergies. Le soufre, c'est vraiment un purificateur d'air, le soufre, c'est vraiment ça son rôle. Mais du coup, il emmagasine beaucoup. Donc là, c'est bien de pouvoir les décharger, les purifier assez quotidiennement. Encore une fois, si vous les utilisez pas souvent, au même rythme que les autres. Et oui, vous avez également à l'inverse d'autres pierres qui, elles, n'ont quasiment pas besoin en fait d'être purifiées, d'être déchargées parce qu'elles sont tellement puissantes qu'elles font le travail toutes seules, quoi. C'est souvent des grosses pierres de protection qui sont vraiment très puissantes. Elles vous protègent tellement qu'elles se protègent toutes seules aussi et les ondes ne les atteignent même pas. C'est assez rare, c'est toujours bien, je trouve, de toute façon, quand même, quand vous voulez au moins pratiquer avec la pierre et l'acquérir, au moins ces 2 choses-là. Si vraiment vous allez l'avoir sur vous pour une pratique ou la première fois que vous la rencontrez, de quand même, la purifier et la décharger. Là, on peut nommer par exemple la spinelle noire. On peut nommer la numite, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, ce sont des pierres de protection très intenses qui n'ont quasiment pas besoin d'être déchargées. On peut également penser à la shungite qui, elle absorbe toutes les ondes électromagnétiques, elle absorbe toutes les mauvaises ondes, quelles qu'elles soient. Elle est très forte pour ça, elle n'a pas forcément besoin d'être purifiée justement derrière parce que elle s'autoprotège également. Mais voilà, une petite purification de temps en temps, ça lui fera quand même pas de mal. Donc maintenant, quelles sont ces méthodes de déchargement ? Donc il y en a plusieurs, il y en a même énormément. Je vais vous en citer parmi les plus connues. Et celle, en tous les cas, que j'affectionne le plus et qui me parle le plus, d'accord ? La première va être la fumigation. La fumigation, pourquoi ? Parce que c'est très facile à faire. Enfin, très facile. Ça dépend des personnes qui ne vont pas du tout aimer allumer un bâton et avoir de la fumée un peu partout. Mais c'est une pratique qui est OK, qui est en accord avec toutes les structures des pierres. Toutes les pierres peuvent recevoir la fumigation, ça ne leur fera jamais de mal. Et c'est quand même une méthode de purification assez dense, assez intense. Voilà, ça purifie un lieu, ça purifie une personne. Vous pouvez vous purifier vous-même avec ça. Et ça purifie tout ce qui est environnant, quoi. Les ondes, les énergies, il y a tout qui y passe. Et c'est très fort, très puissant comme méthode de purification et de déchargement. La fumigation de manière générale. Donc évidemment, c'est parfait pour les pierres. Vous avez qu'à allumer un bâton de plantes séchées de votre choix. Parce qu'évidemment, selon la plante, il y aura des propriétés supplémentaires qui vont s'ajouter à votre intention, à votre déchargement, d'accord ? On va en parler de quelques-uns, mais il y en a autant de plantes qui existent. Vous pouvez les faire sécher, vous pouvez en faire un bâton de fumigation et donc apporter les propriétés de cette plante à votre nettoyage énergétique, d'accord ? Donc c'est assez facile. Et toutes les pierres peuvent recevoir cela. Et c'est, vous passez un peu la fumée autour de la pierre, tout en la regardant, bien entendu, toujours avec l'intention de la nettoyer. On va y revenir. Mais voilà, c'est assez facile de cette manière à faire et assez puissant.
Donc j'aime beaucoup la fumigation. Les plus connus, évidemment, pour cet exercice vont être la sauge blanche et le palo santo. C'est pas pour rien que c'est les plus connus, hein, parce que c'est les plus intenses, les plus passe-partout pour tout ce qui est purification. La sauge blanche va être plus d'énergie yin, d'énergie douce, d'énergie féminine donc, et le palo santo va être plus dans le yang, pas dans la force, mais dans un côté beaucoup plus boisé. Vous voyez ce que je veux dire? Va être plus dans l'ancrage, voilà, dans ses propriétés. Ses propriétés sont multiples, on va pas en parler ici en détail parce que sinon on va faire un épisode de 3 heures. Mais voilà, il y a beaucoup de plantes différentes. Vous avez également le genévrier. Le baie de genévrier, c'est très purifiant. On dit que c'est contre le diable, le genévrier. On dit que là où se trouvent des baies de genévrier, le diable ne saurait entrer. Donc voilà, il y a plein de plantes comme ça qui ont des petites vertus particulières. Vous avez la lavande qui peut vraiment apaiser tout un lieu. Vous avez la cannelle qui va apporter de l'abondance, par exemple, la prospérité. Vous avez plein de plantes différentes. Si vous avez une plante que vous aimez, renseignez-vous sur ses propriétés aromatiques et vous allez voir que ça peut jouer justement sur une fumigation également. Donc vous choisissez la plante que vous voulez, vous allumez, vous la faites en bâton, bien sûr, un petit bouquet de plantes séchées, vous allumez son bout de manière très sécure, attention, mais pas le feu à la maison, encore une fois, hein, je ne veux pas être responsable de ce genre de choses, mais vous l'allumez, vous soufflez dessus, il y a de la fumée qui va se dégager, ça va purifier. On dit très souvent que tant qu'il y a de la fumée, il y a de l'énergie à nettoyer. D'accord? Donc si votre bâton fume pendant 1 heure à la maison, c'est qu'il y a de quoi nettoyer, quoi. Donc évidemment, il faut le passer un peu là où vous voulez. Là, je parle du lieu, mais évidemment, pour en revenir à nos pierres, vous avez la fumée qui va se dégager de votre bâton et l'idéal, c'est de mettre la pierre au-dessus. Donc, vous avez une main qui va tenir votre bâton de fumigation avec la fumée qui va monter et vous mettez la pierre au-dessus pour que la fumée vienne l'englober, vienne l'entourer et vienne vraiment la purifier, la nettoyer de ses énergies. D'accord? Donc, faites ça le temps que vous en ressentez le besoin. Et voilà, encore une fois, c'est une méthode qui marche avec toutes les pierres et ça va faire du bien également à votre lieu de vie, à l'endroit où vous allez le faire et à vous. Si vous êtes aussi pas loin de la fumée, si vous voulez vous en passer un peu autour de vous, ça va vous faire du bien. Donc de la même façon que je l'ai fait pour les huiles essentielles, je le refais ici lors de l'épisode où j'en ai parlé, bonus numéro 2 sur les chakras. Je le fais ici avec la fumigation. Attention, bien évidemment, à vos pathologies, aux personnes qui sont chez vous. On ne fait pas de fumigation à la maison si on a des animaux, si on a des animaux sensibles et si on a des enfants. Parce que voilà, c'est pas fait pour, ils sont pas là pour respirer la fumée de la fumigation, on attend qu'il n'y ait plus personne, d'accord? Si vous avez des problèmes respiratoires, c'est pareil, faites attention aux plantes que vous utilisez, des problèmes d'allergie, pareil, faites attention, d'accord? Donc renseignez-vous bien. Et une fois que vous avez purifié tout ça, on ouvre grand les portes pour que tout à ce moment-là puisse s'en aller de la maison, de l'endroit où vous le faites, quoi qu'il en soit. Si vous êtes dehors, tant mieux, à ce moment-là vous êtes déjà dehors. Mais si vous le faites à la maison, on ouvre tout pour que l'énergie puisse s'échapper également. D'accord ? On va parler maintenant d'une deuxième méthode qui est également très simple, qui marche pour toutes les pierres et c'est un peu la méthode de déchargement SOS. C'est la visualisation. Je suis sûre que ce n'est pas la méthode que vous vous attendiez à entendre en numéro 2. Mais pour revenir un petit peu à ce dont je vous parlais au départ avec le déchargement, plus poussé comme mot que la purification simple, pour la visualisation, c'est un exercice que vous pouvez faire couplé à toutes les autres méthodes de purification. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de regarder votre pierre se purifier. C'est l'avoir entre vos mains, vous connecter à elle et lui demander, avoir dans votre tête un petit mantra, une petite phrase qui lui dit, voilà, maintenant, je te nettoie de toutes les énergies que tu as connues jusqu'alors pour n'être connecté plus qu'à moi, plus qu'à notre connexion aux énergies hautes d'amour, d'abondance, des énergies que vous voulez vous connecter avec la pierre et la raison pour laquelle vous l'avez acquérie. Ça, vous pouvez le faire en la regardant se faire purifier par la fumigation qu'on vient de dire, avec les autres méthodes dont on va parler par la suite. Et vous pouvez le faire simplement par une visualisation simple. Très souvent, lorsqu'on acquiert une pierre, on n'a pas forcément tout de suite un bâton de Palo Santo ou de quoi que ce soit avec nous. On n'a pas forcément toutes les méthodes de purification. On est peut-être dans sa voiture, on va peut-être rouler un moment et on est embêté, on n'a pas envie d'avoir une pierre avec plein d'énergie qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Donc c'est à ce moment-là notamment que la visualisation est assez intéressante parce que vous allez pouvoir justement purifier premièrement, sommairement votre pierre tout de suite par une technique de visualisation. Vous allez également pouvoir le faire si tout de suite vous ressentez le besoin de vous connecter à une pierre un peu SOS, émotion lourde, par exemple un événement qui vient de se passer, vous voulez la prendre tout de suite, vous n'avez pas le temps d'allumer un bâton de fumigation, de faire quoi que ce soit d'autre, parce que c'est maintenant, vous êtes peut-être entouré de gens, vous n'êtes peut-être pas à la maison. Voilà, encore une fois, cette méthode de visualisation SOS est idéale. Et ça se couple avec le fait de justement se connecter à sa pierre, lui enlever, lui communiquer le fait que vous souhaitez la débarrasser de tout ce qu'elle a connu jusqu'alors pour la connecter avec vous et aux raisons pour lesquelles vous vous connectez à elle. D'accord ?
C'est souvent ce que l'on fait quand on veut programmer sa pierre après un déchargement et une purification. C'est un peu la magnétiser pour la connecter à nous. Ben voilà, là, dans ce cas, on peut le faire tout de suite en même temps qu'on la décharge par cette visualisation-là. Donc, c'est très simple. Vous allez la prendre entre vos mains. Vous allez regarder votre pierre et vous allez visualiser voilà, un rayon lumineux, une brume incolore de la couleur que vous souhaitez. Ça peut être couleur or, couleur blanc, quelque chose d'assez pur, qui va venir partir soit de votre cœur, qui va monter dans votre bras jusqu'à la paume de vos mains, ou qui va descendre sur la pierre directement. Et vous allez visualiser toutes les impuretés, toutes les énergies négatives et basses ou autres de toute façon, mais tout ce qu'elle a connu avant de vous rencontrer, et vous allez la voir se débarrasser de tout ça, comme s'enlever un manteau de poussière, et vraiment visualiser cette énergie partir, s'en aller. Et dans votre tête, encore une fois, dites-vous que vous libérez la pierre de tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. Parlez-lui dans votre tête si ça résonne pour vous. Sinon, simplement ayez cette visualisation-là de la voir se nettoyer. Dites-lui que vous la libérez de tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. Donc c'est une sorte d'instant de flow, vous vous connectez vraiment en pleine conscience à votre pierre. Il faut évidemment être calme, idéalement se couper un peu de tout ce qui est à l'extérieur et se connecter visuellement, une sorte de méditation un peu, de pleine conscience avec votre pierre à ce moment-là, et vous la voyez vraiment se nettoyer énergétiquement de tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. C'est également une méthode de rechargement, parce que vous allez en même temps lui dire pourquoi vous vous connectez avec elle aujourd'hui, pourquoi vous venez de l'acquérir si c'est ce que vous venez de faire, ou alors pourquoi vous voulez vous connecter avec elle aujourd'hui pour telle ou telle pratique, et qu'est-ce que vous aimeriez travailler ensemble, quelle serait votre mission toutes les deux, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous apporte de par les vertus que vous lui connaissez, pourquoi vous l'avez choisie elle, et voilà, qu'est-ce ce dont vous avez besoin, dites-lui déjà votre intention de travail avec elle. Donc voilà, c'est une méthode qui est idéale parce qu'encore une fois, c'est très intime. Ça vous connecte intensément à votre pierre et ça peut se faire partout, avec tout le monde, avec toute pierre, voilà, tout le temps. Donc c'est une très belle méthode que j'affectionne beaucoup. Je vous donne beaucoup d'idées d'exercices dans ce sens, dans le magnétisme, dans la connexion avec votre pierre dans le livre, parce que je trouve vraiment cette méthode idéale. Ensuite, pour revenir dans des méthodes un peu plus connues, on a bien évidemment l'eau. Donc l'eau, il y a deux écoles, encore une fois. L'eau, c'est soit on prend un bol d'eau, on plonge des pierres dedans pendant des heures, et pour nous, c'est la méthode qu'on utilise pour purifier ces pierres. Il y a d'autres qui vont vous dire, mais non, vous allez mettre des pierres dans votre eau qui est stagnante pendant des heures, elle va stagner en rond dans ses propres énergies, ça sert à rien. Il faut la faire couler sous un filet d'eau sous l'eau du robinet. D'autres vont vous dire, bah non, mais tu la fais couler sous l'eau du robinet, ça sert à rien, c'est trop rapide, elle n'a pas le temps de se nettoyer. Voilà, certains vont vous dire il faut une eau distillée, il faut une eau purifiée, il faut une eau ceci, une eau cela. Voilà, chacun a son propre avis sur l'eau. Quoi qu'il en soit, l'eau purifie, d'accord ? Si votre pierre s'est formée il y a des millions d'années à l'intérieur d'une croûte terrestre sous des pressions pas possibles et a immergé parfois dans l'eau, enfin bref, je pense que l'eau purifiée ou pas, peu lui importe. Du moment qu'elle accepte l'eau, elle acceptera toute eau que vous lui mettrez dessus pour la purifier. Si pour vous, purifier votre pierre, c'est la mettre dans un bol d'eau et la laisser tremper un moment et la rincer après, faites-le. Moi, ce que je vous préconise quand même, c'est une fois qu'elle a fini de tremper dans votre bol, rincez-la quand même un petit coup sous l'eau courante et pure, qui n'est effectivement pas l'eau dans laquelle elle vient de stagner pendant quelques heures. Et si vous voulez juste la faire couler sous le robinet en la regardant se nettoyer de ses énergies, c'est ok, d'accord ? Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a jamais de règles, gardez bien ça en tête. La seule règle, c'est que votre pierre, de par sa composition, accepte l'eau, d'accord ? Certaines n'acceptent pas du tout l'eau, encore une fois, pour en nommer simplement quelques-unes, la sélénite, la malachite, l'azurite, la pyrite. Il y a beaucoup de pierres qui n'acceptent pas l'eau parce que leur composition fait qu'elles vont se dégrader, elles vont s'effilocher, elles vont fondre un petit peu, elles vont changer de couleur, enfin voilà. Il y a vraiment des pierres qui ne sont pas faites pour l'eau, qui peuvent même devenir dangereuses si vous les mettez sous l'eau. Je pense à la vanadinite qui a une composition qui est quand même assez faut y faire attention, faut pas la mettre à la bouche, faut pas trop la mettre sur la peau, faut pas la mettre sur l'eau pour pas que vous ayez l'eau sur les mains. Voilà, selon la composition des pierres, il faut quand même faire très attention, d'accord ? Donc renseignez-vous surtout si elle est tolérante à l'eau. C'est la première règle pour l'eau. Après, la manière que vous voulez utiliser, vous suivez votre instinct tout simplement. Mais c'est évidemment l'eau, une manière de nettoyer une pierre. La meilleure des eaux à utiliser, c'est l'eau vivante. C'est d'aller à la mer l'été, si vous en avez la chance, si vous avez cette chance, d'aller vous baigner dans la mer, dans l'eau salée. Vous allez coupler l'eau au sel, vous allez mettre votre pierre dedans et là, l'eau est vivante. On n'a pas la question de se poser l'eau du robinet, purifiée, pas purifiée, dans un bol, pas dans un bol. Vous êtes à la mer, dans l'eau vivante. Là, c'est magnifique. Et souvent, on ressent, on met la pierre dedans, on la sort, ça chauffe. C'est d'abord très froid et après, on sent la pierre qui est chauffée, elle est revigorée, quoi. Elle est autant déchargée que rechargée.
Évidemment, c'est la même chose en montagne, un cours d'eau, voilà, un fleuve qui passe, bah, évidemment, profitez-en, mettez vos pierres dedans, ça par contre, c'est magnifique, d'accord? Après, voilà, l'eau, quelle qu'elle soit, pardon, va purifier vos pierres si elle l'accepte, et c'est évidemment une très belle méthode pour nettoyer vos pierres. Ensuite, pour reparler d'éléments controversés, nous avons le sel. Le sel est très abrasif, c'est une surprise pour personne. Il est très purifiant également. Il absorbe beaucoup, on connaît la forte capacité au sel d'absorber tout ce qui l'entoure, il absorbe également les énergies lourdes. Donc évidemment, il est superbe pour purifier les pierres. Là encore, deux écoles, soit plonger certaines pierres directement dans du gros sel et jeter le sel par la suite, ou mettre un petit drap, une petite serviette, quelque chose assez fin par-dessus le sel et poser les pierres sur ce petit tissu afin que les pierres ne soient pas trop en contact du sel. Cette méthode est à privilégier évidemment si vous voulez à tout prix utiliser cette méthode de purification, mais que vos pierres y sont moyennement OK. D'accord? Encore une fois, le sel c'est abrasif, donc il n'y a pas toutes les pierres qui vont s'y plaire. Si vous n'êtes pas sûr, mettez cette petite protection sur le sel et posez vos pierres dessus, ça sera quand même toujours mieux. Et autrement, si vous voulez les plonger dans le sel et qu'elles sont OK pour ça, leur composition le tolère, faites-le. Là, évidemment, c'est superbe. Faites attention de ne pas abîmer votre pierre avec le frottement des cristaux, mais des cristaux de sel, mais voilà, faites-le. Sinon, vous avez des personnes qui vendent des pans de sel, ça se fait aussi en cuisine, il me semble. Donc là, vous posez votre pierre directement sur le pan de sel et c'est quand même un peu moins abrasif et c'est très purifiant, d'accord? De la même manière que vous mettez vos pierres dans l'eau le temps que vous le souhaitez, là, pour le sel, c'est pareil. On dit qu'il est quand même intéressant de le laisser pas moins d'une demi-heure, 1 heure grand minimum pour qu'il y ait quand même un effet assez important. Ensuite, on retrouve la terre. Voilà, la terre, qu'est-ce qui peut être plus ancrant, en tous les cas, et plus purifiant que la terre? C'est un peu moins connu, un peu moins répandu, mais ce qu'on peut faire, c'est aller en nature. Si vous avez un jardin, c'est parfait. Dans vos pots de plantes d'appartement, ça va être un peu moins intense parce que la plante est coupée de la terre, donc c'est pas l'idéal. Mais l'idée, c'est de planter vos pierres dans la terre-mère. Voilà, vous les mettez un petit instant. Faites attention de ne pas oublier où est-ce que vous les avez plongées. Et vous pouvez les enterrer, les laisser un petit instant dans la terre se régénérer. Vous pouvez les laisser une semaine, vous pouvez les laisser le temps que vous voulez parce que vraiment, elle va se nourrir de tous les nutriments de la terre, d'accord, de là où elle a vu le jour. C'est assez marrant si vous faites l'exercice avec des cristaux, donc du quartz, que ce soit de la métisse, de la citrine, des différents cristaux de quartz, cristal de roche qui existent. Vous pouvez récupérer votre pierre et prenez la photo avant-après, parce que souvent le cristal a emmagasiné des nouvelles inclusions. Donc c'est assez marrant, la terre peut avoir fait changer un peu la couleur, la structure de la pierre, donc c'est assez drôle. Si vous voulez faire l'exercice, faites bien la photo avant-après. Et si vous voulez pas que votre cristal change, évitez la terre, ça peut arriver, donc évitez. Certaines pierres sont vraiment idéales aussi à mettre dans les pots des fleurs, en revanche, pour leur apporter les nutriments dont elles ont besoin. L'aventurine est pas mal pour ça, certains quartz aussi. J'en ai pas beaucoup en tête là, mais vous pouvez trouver certainement quelques informations sur Internet ou auprès de personnes qui s'y connaissent. Certaines pierres vont apporter beaucoup de bons nutriments à vos plantes aussi. Vous pouvez les planter dans leur pot, ça leur fera du bien. Donc voilà pour la petite parenthèse, horticulture. Mais voilà, donc la terre est évidemment un moyen de déchargement parce qu'elle va venir absorber tout ce que la pierre a pu connaître, elle le restitue à la terre et ça va lui apporter un certain rechargement également. Après, vous avez également les autres cristaux. Les cristaux peuvent vraiment s'aider entre eux. Vous savez, il y a des associations qui sont fabuleuses pour venir amplifier un besoin parce que ils vont travailler de concert sur certains aspects de la vie, des énergies et de vos émotions. Mais ils peuvent s'aider également dans cette idée de déchargement, notamment avec le cristal de roche, l'améthyste ou la sélénite ou même encore la halite, qui sont des pierres qui vont venir vraiment s'occuper du déchargement de vos cristaux et certains vont même recharger et amplifier leurs énergies. Donc, par exemple, le cristal de roche va être superbe pour libérer les énergies que vos pierres contiennent et ils vont également les recharger et amplifier leurs propriétés et leurs vertus. D'accord? L'améthyste, elle va venir la recharger et surtout la décharger. Donc voilà, vous la posez sur votre pierre sur un amas ou alors une géode d'améthyste ou de cristal de roche. Et là, voilà, vous les laissez toute une nuit, par exemple, ça va venir tout nettoyer, tout recharger et en même temps, si c'est un cristal de roche, amplifier les vertus. Ensuite, vous avez la sélénite. Donc, la sélénite est très forte en sel, donc elle aura, tout comme la halite, un vrai pouvoir purifiant et de déchargement pour vos cristaux. Encore une fois, vous les posez dessus toute une nuit et ça fera vraiment un travail magnifique. De pouvoir décharger son cristal avec un autre cristal, c'est vraiment une très belle chose. Ensuite, une autre méthode que j'affectionne beaucoup, c'est le son.
la purification par le son. Encore une fois, faites attention de ne pas être trop près du son que vous allez émettre. On va nommer quelques méthodes différentes pour pouvoir émettre un son vibratoire purifiant. Certaines pierres ont une structure interne très fragile, un système cristallin ou peut-être un clivage interne qui va faire que voilà, elle va peut-être se briser avec un son trop puissant. De la même manière dont on a l'image de la castafiore qui chante tellement fort qu'elle brise les verres, c'est un peu ça. Il faut faire attention aux pierres qu'on utilise encore une fois pour cette méthode. Mais c'est une méthode fabuleuse. Vous allez émettre un son. Rien n'est plus créateur et rien n'est plus intense que le son. Et évidemment, on a certains outils fabuleux pour ça. Et évidemment, le bol chantant, qu'il soit en cristal ou qu'il soit en cuivre, va émettre un son, un gong qui va être purifiant. Donc le gong, bien évidemment, le carillon, le diapason, le tambour, voilà, tout ça va émettre des sons qui vont être très purifiants, que ce soit pour un lieu ou encore une fois pour nos cristaux. On retrouve également 2 autres méthodes qui, très souvent, en tout cas ça a été mon cas, on se demande comment est-ce que ça peut réellement fonctionner. Comment est-ce qu'en posant nos pierres sur de telles choses, on peut la décharger et en plus, par la même occasion, très souvent la recharger. C'est le cas de la coquille Saint-Jacques et de la fleur de vie. Je me suis en tout cas, moi, souvent, au tout départ, dès que je m'intéressais aux énergies, demandé mais comment ça peut fonctionner. Enfin, je vois pas pourquoi je la poserais là-dessus plutôt qu'ailleurs pour pouvoir la décharger et la recharger. Donc, commençons par la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, c'est en fait la forme de sa coquille qui a une forme en fait très particulière et qui incite la circulation de l'énergie d'une certaine manière. Et elle émule la surcharge d'énergie de l'élément en fait qu'on va poser à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle a, de par sa formation, ces petites vagues à l'intérieur, une façon assez dynamique et circulaire de faire bouger l'énergie en son sein. Et de ce faisant, c'est un peu comme un rouleau, vous savez, d'eau qui tourne sur lui-même comme ça. Il va faire tourner et il va émuler, il va vraiment venir nettoyer, faire tournoyer et enlever toutes les énergies que contient le cristal. En le faisant circuler de l'intérieur vers l'extérieur, il va vraiment pouvoir enlever les énergies stagnantes dans votre pierre. Vraiment. Et c'est assez intéressant parce que c'est une manière, encore une fois, naturelle. La coquille Saint-Jacques, c'est quelque chose de naturel. C'était la coquille donc, de la Saint-Jacques qui venait la protéger. Donc voilà, ça a du sens, encore une fois, je trouve, d'utiliser quelque chose de naturel, qui était vivant, encore une fois, pour pouvoir apporter cette purification et ce déchargement à nos pierres. Et ensuite, la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, on est sur autre chose. La fleur de vie, c'est la géométrie sacrée, qui est un vaste sujet avec plusieurs formes sacrées qui existent et toutes partent tout simplement de la fleur de vie. La fleur de vie, ce serait la naissance de toute chose. Ça représente l'eau, la terre, le feu, l'air et l'esprit. C'est la perfection de ce symbole. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, sinon allez vite taper sur internet pour voir ce qu'est la fleur de vie. Mais c'est la perfection de ce symbole qui fait une circulation parfaite de l'énergie. La fleur de vie, c'est ce qui sera la base de toute chose. Donc évidemment de nos minéraux, de nos pierres, des atomes eux-mêmes, des cellules, des graines. Et même la planète elle-même serait régie par cette forme de géométrie sacrée qu'est la fleur de vie. Donc tout naîtrait de cette forme. On en retrouve trace pour la première fois chez les anciens Égyptiens pour qui l'œil d'Horus se représenterait la forme de la fleur de vie et de cette géométrie sacrée. Et tout naîtrait de ça. Donc voilà, c'est beaucoup plus vaste que la synthèse que je vous en fais ici. Si le sujet vous intéresse, allez vraiment vous renseigner parce que la géométrie sacrée en soi, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et la fleur de vie, voilà, c'est ce symbole qui est infini si on le souhaite et qui est à la base de toute chose, à la base de nos atomes, à la base de toute création. C'est extrêmement intéressant et voilà, se dire que du plus petit atome à la planète elle-même, tout serait formé à la base de cette forme. Elle contient la proportion divine, le pi, le phi, la vis capicis. Voilà, tout se trouve dans cette forme un peu infinie et hypnotique qu'est la fleur de vie. C'est assez prenant comme sujet. C'est très intéressant encore une fois. Et lorsque vous en possédez une de manière naturelle, c'est toujours l'idéal, donc en bois très souvent, posez vos pierres, ça va venir faire circuler l'énergie dans cette forme divine et ça va venir vraiment magnifier les énergies de votre pierre, les décharger et les recharger. Donc là, le travail se fait vraiment 2 en 1. Ça a été le cas pour pas mal de méthodes de déchargement dont on vient de parler, mais d'autant plus pour la fleur de vie qui va venir vraiment
voilà, nettoyer et recharger votre pierre de manière magnifique. Donc voilà pour quelques méthodes de déchargement. On en a quand même cité beaucoup. J'espère que l'épisode ne va pas être très long, mais c'était important pour moi de revenir sur cela. Je parle de chacun d'entre eux beaucoup plus en détail dans mon livre. Si vous l'avez, je vous invite à y retourner à ce passage-là, parce que voilà, c'est la page 50 et 51 pour être très précise. Mais c'est très intéressant, je trouve, toutes ces méthodes, et on peut vraiment s'en approprier plusieurs de la manière qui nous parle le plus. Donc voilà, encore une fois, c'est très intéressant et c'est surtout très important à faire, encore une fois, avec toutes vos pierres. Donc maintenant, le rechargement. Le rechargement, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez, on l'a dit, quelques méthodes qui vont venir recharger d'office vos pierres. Donc encore une fois, la fleur de vie, la coquille Saint-Jacques et les autres cristaux, principalement, la terre également. D'accord? Votre visualisation aussi va rapporter une connexion à votre pierre, donc ça va pouvoir la recharger, mais pas très intensément. Ça va plutôt la connecter à votre cœur plus que la recharger. D'accord? Pour la recharger, on a mes autres méthodes qui sont les méthodes les plus fortes. Rien n'est plus puissant que ça va être les astres de notre ciel. Les deux astres les plus importants qui sont le soleil et la lune, bien évidemment. Le yin et le yang. Donc, vous allez avoir l'énergie lunaire, l'énergie féminine, l'énergie de la nuit, l'énergie yin, qui est la lune. La lune, est OK pour tous les cristaux, d'accord? Son énergie est très douce, on n'est pas dans quelque chose de fort, dans des rayons UV intenses, on est quelque chose de très léger, très doux. Toutes vos pierres seront OK pour un rechargement à la pleine lune. Le soleil, c'est beaucoup plus puissant, ça a des rayons UV très forts, et pas toutes les pierres ne seront pas OK en fait à son contact, parce que certaines vont perdre de leur couleur, certaines vont être agressées, vont un peu s'effriter. Si le soleil est très intense, vont peut-être même un petit peu fondre. Donc voilà, certaines pierres ne sont pas à mettre au soleil direct en tout cas, mais à la lumière du jour par exemple, ça peut fonctionner très bien. OK? Donc on va en reparler, mais qu'est-ce que le rechargement maintenant? Déjà, donc on en a parlé, certaines des méthodes de déchargement vont apporter une certaine régénération à votre pierre, mais rien n'est plus fort que ces deux astres, le soleil et la lune, pour apporter un véritable rechargement à vos pierres. Donc, vous allez pouvoir choisir l'énergie lunaire ou l'énergie solaire. Encore une fois, l'énergie lunaire va se prêter à tous vos cristaux, même les cristaux qui sont plutôt rattachés au soleil, comme la pierre de soleil, par exemple, la citrine, ces cristaux assez forts. Ils vont apprécier d'avoir une énergie un peu plus douce avec la lune. Très souvent, on utilisera la pleine lune, bien évidemment, parce que c'est là où l'astre est le plus lumineux et donc on capte le plus facilement ses rayons. Si c'est durant d'autres phases de la lune, ça marchera aussi, sauf la nouvelle lune où là, on ne voit pas la lune. Donc évidemment, elle aura du mal à recharger vos cristaux de ces lumières. Mais voilà, n'importe quelle autre phase peut quand même faire évidemment l'affaire, même si on préférera la pleine lune, d'accord? Ensuite, le soleil. Donc, encore une fois, certaines pierres vont adorer se baigner même dans le soleil direct parce que voilà, c'est leur essence. La pierre de soleil va adorer être en plein soleil. Certaines calcites aussi, la calcite miel par exemple, qui est très connectée au soleil, elle va adorer se recharger sa batterie au soleil. C'est le cas de plein de pierres. L'idéal, c'est quand même pour la plupart des autres, de les mettre pas en soleil direct, surtout s'il fait très chaud l'été, parce qu'encore une fois, ça peut être assez fort, même pour les pierres qui aiment le soleil. Donc, le mieux, c'est au soleil. Peut-être pas quand il est à son zénith, vous voyez. Peut-être le soleil du matin, le soleil de l'après-midi, quelque chose un peu plus doux. Mais les exposer, voilà, évidemment, à la lumière du soleil. Si le soleil n'est déjà pas là, par exemple, s'il fait assez gris chez vous assez souvent, la lumière du jour, c'est quand même une méthode de rechargement aussi. Donc pas quand elle est au fin fond de votre meuble, dans votre pièce la moins éclairée de la maison, mais si vous avez possibilité de mettre vos pierres à l'extérieur et de leur faire profiter de l'air frais, de l'air extérieur et de la lumière du ciel, déjà, ça va apporter un certain rechargement, d'accord? Après, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un soleil qui apporte quand même un peu ses rayons pour pouvoir profiter vraiment de l'énergie solaire. C'est comme nous, quand le ciel est gris, bon ben voilà, on est quand même dehors, on n'est pas dans la pleine nuit, on a l'énergie diurne qui est là, on voit quand même la lumière du jour, d'accord? L'effet n'est pas le même que quand on est en pleine nuit. Mais on le voit ne serait-ce que sur notre humeur, notre capacité d'attraper de la vitamine D, tout est plus intense et tout est plus agréable, puis tout est plus rechargeant pour nous lorsqu'il fait soleil à l'extérieur. C'est la même chose pour le rechargement par le soleil pour nos pierres. Ça sera beaucoup plus agréable lorsque le ciel évidemment est dégagé et qu'il y a du soleil. Cependant, c'est pas nous qui gérons la météo, on fait avec ce qu'on a, d'accord? Donc si ce qu'on a c'est un ciel gris et qu'on est en période d'hiver et que chez nous c'est pas la joie niveau météo, on met déjà les pierres à la lumière du jour et ça leur fera du bien, d'accord? Donc encore une fois, important ici de savoir si vos pierres peuvent aller à la lumière du soleil ou pas. Faites bien attention, toutes les pierres qu'on dit pierres lunaires, les pierres qui ont des couleurs assez froides, bleues, violettes, blanches, très souvent vont quand même être assez sensibles à la lumière du soleil.
Très souvent, certaines, encore une fois, vont vraiment pas la tolérer, hein. Je pense notamment à la kunzite, vous la mettez au soleil, elle perd sa couleur, hein. L'UV lui enlève sa couleur, elle deviendra transparente. C'est des pierres de nuit, comme on les appelle, donc il faut vraiment faire attention à ça. La sélénite aussi, qui est intimement liée à la lune, on en a parlé plusieurs fois, vous le savez, adorera se recharger à la pleine lune. En revanche, vous la mettez au soleil qui sera un peu trop fort, elle va commencer à fondre un petit peu, d'accord? Donc voilà, faites attention encore une fois à la capacité qu'a votre pierre à accepter les lumières du soleil ou non. Et donc, pour revenir sur ce lien qu'on aime créer avec sa pierre par le rechargement, le déchargement au préalable, voilà, une fois que votre pierre est entièrement rechargée, déchargée, l'idéal c'est de la prendre dans vos mains. Et encore une fois, on revient avec cette idée de visualisation, de la prendre et de vous connecter à elle. Donc là, on en fera un épisode dédié, voilà, magnétiser, se connecter à sa pierre. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais vraiment, voilà, après, prenez-la et connectez-vous avec elle. C'est ça l'idée, une fois qu'elle est déchargée, rechargée, c'est qu'elle soit connectée à vous. Donc, faites la méthode qui est la plus juste pour vous. Revenez un petit peu en arrière quand je vous parle de la visualisation et de vous connecter à votre pierre. Et si vous le souhaitez, on fera un épisode justement, voilà, où on parle de la connexion intime et la magnétisation de sa pierre. Mais l'idée, voilà, c'est de vous l'approprier maintenant que tout ça est fait. Voilà, j'espère que ces méthodes de déchargement et de rechargement vous auront parlé, vous auront apporté des nouvelles clés encore une fois dans vos pratiques. C'est des méthodes qui ne sont pas nouvelles, je n'ai rien inventé, vous avez certainement entendu beaucoup de choses de tout ce que je viens de dire ailleurs auparavant et c'est tant mieux, plus on en entend mieux c'est. Mais là je vous l'ai apporté avec ma propre vision des choses et j'espère qu'encore une fois ça a pu vous apporter une vision différente, une façon d'avoir un peu plus de clés, voilà, encore une fois, pour aider votre quotidien et vos pratiques spirituelles. L'idée, c'est qu'on aille tous vers le mieux-être et si on peut partager tous nos tips chacun entre nous, c'est parfait, ça aidera tout le monde. Voilà, je vous laisse ici, ça va être un épisode assez long, je pense. Je vais écourter dans mes au revoir en vous disant à la semaine prochaine. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.